Bonjour, bonsoir, on est le 27 février, 17h33. Bon, je vais reprendre rapidement une deuxième partie par rapport à la croissance économique et aller jusqu'aux produits qu'on peut utiliser pour réaliser des placements, des investissements. Donc les produits, ça sera des ETF, des actions ou des produits dérivés. Donc on définit dans la première partie ce qu'on a appelé les cycles économiques, d'accord, avec quatre grands cycles économiques. Le plus important à se souvenir, se rappeler, c'est que il y a ce que l'on appelle des sous-cycles économiques. Donc ça veut dire que quand on est dans un cycle prépondérant, par exemple, imaginons qu'on soit dans un cycle, par exemple, économique en croissance, une croissance en hausse et une inflation inférieure à 2%, on peut avoir, alors qu'on reste dans ce cycle économique, des épisodes qui, par moment, dépassent une inflation à 2%. Donc, on voit que les secteurs d'activité et les placements à ce moment-là, quand on est dans des sous-cycles, peuvent se modifier, ou on peut aller en régression, effectivement, d'un sous-cycle économique, tout en restant dans le cycle majoritaire. C'est ça qui est compliqué à comprendre et à admettre pour une grande partie des acteurs. Deuxième aspect, c'est de comprendre qu'après ces cycles et ces sous-cycles, il y a ce qu'on appelle des activités prépondérantes par cycle ou sous-cycle. C'est ce tableau qu'on va revoir très rapidement ici. Voilà. Et je vous toucherai aussi un mot sur la notion de secteur d'activité, mais sous-secteur d'activité. Il y a également des subdivisions de secteurs d'activité ici. Je vous donnerai quelques exemples. Alors, revenons à ce qui se passe dans les cycles économiques et les deux exemples que l'on a, les deux graphiques que l'on a ici sur la gauche sont assez évocateurs. Je les ai critiqués l'un et l'autre, puisque si vous voulez, il y en a un qui veut nous faire croire qu'on est dans un système aiguille de montre rotatif, on passe de l'un vers l'autre, puis comme ça, en faisant un détour régulièrement, alors qu'en fait, on peut très bien être ici, revenir en arrière, être ici, venir ici, etc. L'aspect de fonctionnement en diagonale est exceptionnel, mais quand on est dans un secteur prépondérant, on peut faire une petite marche arrière ou on peut faire une petite marche avant. Voilà. L'autre aspect qu'on voit très bien sur ce graphique, c'est qu'il y a deux éléments prépondérants qui font que on change de cycle. Donc c'est l'augmentation de l'inflation qu'on voit ici. Donc ici l'inflation est minimale, ici elle est maximale. Donc vous savez qu'on peut avoir des inflations qui sont euh, quasiment à 0% ou des inflations qui vont jusqu'à 30 ou 40% dans certains pays qui sont en difficulté. Ça a été le cas de l'Argentine par exemple. Voilà. Donc la notion d'inflation, de variation d'inflation et la notion de variation de croissance. Donc là on est avec une faible croissance ce qu'on appelle le PIB, hein, le produit intérieur brut, et là on est dans une augmentation de la croissance. D'accord. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Alors, je reprends très rapidement. Ici, inflation inférieure à 2% et croissance économique. On voit bien qu'ici, on a croissance économique et inflation inférieure à 2%. Voilà. Après, on a une légère inflation, ce qu'on appelle les réchauffements économiques. Hein, d'accord. On voit bien qu'on a des secteurs prépondérants d'activité qui sont marqués chaque fois en dessous ici. Et effectivement, le grand classique, c'est de tourner. Voilà. Après, quand on a une baisse de la croissance et une augmentation une hyperinflation, on rentre dans le 3, et ensuite on passe dans le 4, etc. Voilà. On voit très bien ici sur ces secteurs d'activité ici, que quand on est dans le cycle 2 qui est ici, c'est en fait le 1 qui est ici. Je suis désolé parce que le 1 était ici, donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, 1, 2, 3, 4. Mais en fait, le recovery ici, c'est la croissance économique en hausse avec une inflation inférieure à 2%. Et on voit que dans ce secteur, effectivement, économique, quasiment tous les secteurs vont bien. Voilà, on est en croissance économique avec une inflation faible, donc ça marche bien.
Ensuite, on a effectivement toujours une croissance économique avec des secteurs qui vont toujours bien, mais avec une certaine surchauffe. Donc, quelquefois, on peut avoir des variations de stagnation parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer après? Les gens commencent à prendre peur, d'accord? Et puis après, on commence à avoir un ralentissement. Pourquoi? Parce qu'on a une hyperinflation et on a une baisse de l'activité économique, d'accord? Et ensuite, on peut rentrer dans un phénomène de récession qui est la phase 4, qui est ici, avec, vous voyez, des activités avec des résultats qui sont négatifs. Quelques remarques sur ces secteurs d'activité. On voit que l'immobilier, dans la croissance économique ou la surchauffe économique, reste des activités prépondérantes, marche bien. Les secteurs technologiques aussi, secteur industriel, financier, etc. Tout marche, mais on voit bien que, par exemple, le secteur immobilier marche très bien quand on a une croissance économique relativement importante et une inflation faible. D'accord? Ça favorise les investissements avec des taux d'intérêt bas. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on va vers une augmentation d'inflation ou une baisse d'activité, on voit que les secteurs de l'immobilier passent de 39% à 18% de croissance, puis à 2%. Voilà. Et il peut même, en récession, être négatif. D'accord? Donc attention, entre moins 22 et plus 39, ça fait quand même un écart relativement important. Une chose qu'il faut noter aussi, c'est ici, vous avez le panier de la ménagère. Et le panier de la ménagère, quoi qu'il se passe, de toute façon, il fonctionne parce qu'il faut s'alimenter. Donc, en croissance, 18%, en hypercroissance, 11%, en stagnation, il augmente encore puisque les autres secteurs régressent, mais l'alimentation, elle, doit perdurer, comme les utilities et les soins. Comme on dit en santé publique, l'essentiel, c'est de se loger, de se nourrir, de se soigner et éventuellement de s'éduquer. Quand je dis accessoirement, à mon avis, c'est très important. Et puis dans les secteurs de récession, ben, on voit que tous les secteurs sont négatifs, sauf le panier de la ménagère. Qu'est-ce qui reste un petit peu, parce que c'est quand même important de conserver, et qui baisse le moins, c'est l'énergie, la santé et ce qu'on appelle les utilités, les utilitaires. Voilà. Donc ça, c'était pour vous retracer le tableau. Je fais tout de suite une remarque concernant les secteurs d'activité et sous-secteurs d'activité, puisque pour vous donner un exemple précis, on sait très bien que le secteur technologique euh, a été et est encore un peu le secteur préférentiel de croissance des activités des pays dits développés, c'est-à-dire à fort potentiel. Voilà. Donc évidemment, la technologie a tiré l'activité économique aux USA et a fait bondir, bien évidemment, les résultats ETF, actions et produits dérivés aux USA. Donc ce secteur technologique, en fait, on se rend compte que depuis maintenant 6, 9, 12 mois, euh, on sent l'impact de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, elle n'a pas commencé il y a 12 mois, mais d'un point de vue technologique, sa mise au point est assez récente finalement, avec les développements industriels, et on a l'impression que c'est une activité qui pourrait mettre ce qu'on appelle en disruption d'autres activités comme le consulting, comme les soins médicaux, comme le consulting d'aide aux entreprises, etc., etc. Et finalement, ce secteur de technologie s'est vu très discuté depuis quelques mois avec deux sous-secteurs. Un secteur dit d'intelligence artificielle, dans lequel on pourrait mettre intelligence artificielle et secteur quantique des ordinateurs. Donc c'est la technologie de pointe. Voilà. Et finalement, dans cette technologie, il y avait aussi tout ce qui est l'aspect des logiciels et des machines qui finalement reste un peu moins intéressant, et pas mal d'analystes, on va dire, sont en train de dire, ben, finalement, les logiciels seront peut-être développés par l'intelligence artificielle, donc le secteur des logiciels est quelque chose qui est moins intéressant, sera moins rémunérateur, et donc il est un petit peu décrié pour l'instant.
est un peu laissé un peu à l'abandon et on a commencé à voir des phénomènes de baisse sur ce sous-secteur d'activité. Bon, voilà. Donc l'idée, ça va être de vous parler quand même de l'inflation, voilà, et de la croissance pour que vous arriviez à savoir à quel endroit un petit peu on se trouve. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la croissance, elle n'est, vous avez un chiffre mondial bien évidemment, mais la croissance est variable suivant les pays et les périodes. D'accord? De la même manière que l'inflation des pays est variable suivant les périodes. Voilà. Donc, ce qui fait que vous pouvez très bien avoir des activités en cycle de croissance économique en hausse avec une inflation faible dans un certain pays et à un autre endroit être par exemple en récession économique. D'accord? Donc, ça c'est très important à comprendre parce que quand vous prendrez des ETF, vous prendrez des actions, vous prendrez des produits dérivés, vous n'irez pas chercher les mêmes produits si vous êtes à un endroit qui est en récession, voilà, ou si vous êtes dans un endroit qui est en surchauffe économique. Voilà. Donc vous n'allez pas faire la même chose, vous n'allez pas avoir la même gestion et pas le même investissement. Voilà. Donc là maintenant, on va aller voir effectivement la notion d'inflation et on va aller voir la notion effectivement de croissance économique. Alors sur l'inflation, je vous propose d'aller voir ce site France Inflation qui est à mon avis relativement bien fait et qui permet de voir non seulement les phénomènes de l'inflation français, mais également les autres pays. Donc là, vous voyez bien ce qui se passe. Donc quasiment 0%. En 2020-2021, c'était le moment effectivement où les taux d'intérêt étaient très très bas, c'était le moment d'acheter de l'immobilier. On était dans une phase de recovery, de relance qui allait repartir. 2% ici. Et puis bon, ben là, qu'est-ce qui se passe? Covid, paf, paf, ok, très bien. Et on voit bien qu'il y a eu aussi cette notion de maintien quand même de l'inflation à cause de la guerre en Ukraine, hein. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'inflation, on peut la calculer euh, par secteur. Voilà, par exemple, c'est des secteurs alimentaires, d'accord? Mais vous voyez, vous avez des tas de choses, les services d'exploitation, les assurances, etc. Donc, hôtel, hébergement, etc. Bon, voilà. Je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer ici. Par exemple, on va mettre effectivement les USA. Alors, on peut mettre l'Europe déjà. Et bon, Europe et USA, voilà. On ne peut pas enlever la France, dommage. Mais on va déjà regarder finalement les USA. Donc, vous voyez que les USA, ils ont eu une inflation qui est montée à 9,1% en juin 2022, ce qui est énorme. C'est quand même très fort pour un pays dit développé, c'est quand même très fort. Donc la France, 6%. Ok, l'Europe. À l'Europe, on est monté aussi à 8,50, mais on est monté très rapidement, on est réagi plus vite que les Américains. On va rappeler que la crise du Covid a été mieux gérée en France et en Europe, beaucoup mieux gérée en France qu'en Europe. Et en Europe, mieux gérée qu'aux États-Unis. Et vous voyez les résultats sur l'inflation. Donc France 6%, Europe 8,7%, États-Unis quasiment 10%. Ok? Voilà. Après, vous pouvez regarder, vous cliquez pour l'Allemagne par exemple, si vous enlevez l'Europe, et comme ça vous avez les États-Unis, l'Allemagne et les USA, et voilà. Donc vous vous rendez compte de ce qui se passe, hein. On voit bien l'Allemagne en noir, donc vous voyez l'Allemagne, ce qui s'est passé. Ils n'ont pas si bien géré que ça la crise du Covid en 2021-2022, hein. Ça s'est quand même assez mal passé pour eux. Quand on regarde les Italiens, c'est pareil, ça s'est quand même assez mal passé. Bon. Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, bah, ça a été je paye très rapidement et puis je casse la crise. Voilà, c'est ça le truc. Ok. Bon, je passe. Quelque chose de très intéressant sur l'inflation et qui permet aussi de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe par secteur. On retrouve les secteurs, vous voyez, si on fait alimentation, si on fait énergie, si on fait produits manufacturés, si on fait services ou si on fait tabac consommable. Ok, bon, intéressant. Donc, vous voyez que
de variations d'inflation au moment du Covid, ils disent 2%, ce qui peut faire sourire parce que c'est beaucoup plus que ça. L'énergie, on a compris que c'était le problème du gaz, d'accord? Et regardez l'année 2025, hein, bon, je ne peux pas faire les deux choses en même temps, mais regardez l'année 2025 et vous voyez que en 2020, en 2025, on a des prix de l'énergie ça c'est le prix du gaz, le prix du pétrole, qui sont relativement bien contrôlés et relativement faibles. Voilà. Et si à la pompe vous payez votre énergie relativement cher, c'est parce que tout simplement chaque pays décide, ou la France par exemple décide de taxer et d'hypertaxer l'énergie, les produits manufacturés et les services qui ont toujours coûté très cher. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, on a aussi l'inflation et on voit bien que ça c'est l'indice des prix. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et puis l'inflation qui est calculée avec une projection pour la France qui serait de l'ordre de 1,8%. Donc effectivement, en 2026, euh, est-ce que ça sera vrai ou ça sera pas vrai? C'est un autre sujet. Après, au niveau de l'inflation, vous pouvez aller regarder ici, là, quand vous allez ici, vous avez des inflations par poste, vous avez beaucoup de choses intéressantes, mais je vais pas passer tout mon temps là-dessus. Je vais vous parler maintenant de la croissance économique. Donc vous voyez que quand on a regardé l'inflation et qu'on a regardé les projections par secteur plus la projection de l'inflation française, on pourrait imaginer qu'en France, hop là, en France, donc en France, on pourrait être en 2026 dans ce secteur, ici, une inflation au moins de 2%, avec une croissance économique, bon, qui n'est pas formidable, mais on pourrait être dans le cycle 1, d'accord? Par contre, quand on regarde les États-Unis, ils sont encore actuellement dans une inflation qui est de l'ordre de 2,9%, avec une croissance économique aussi qui est encore relativement en hausse, mais c'est pas formidable. Ils ont connu une période d'hyperinflation. Alors, est-ce qu'ils étaient dans cette période d'hyperinflation, ils sont en train de revenir ici, ou est-ce qu'ils font une bascule comme ça? C'est pas du tout évident. Pas du tout évident. Alors, je vais vous montrer autre chose qui concerne, euh, qui concerne. euh, non, c'est pas ça. Je suis désolé. Donc ça, je vais l'enlever. La croissance mondiale. Là non, là, on fera la croissance mondiale après, on va faire la croissance en Europe. Voilà, ça peut être intéressant. Donc la croissance en Europe, c'est assez intéressant parce que vous avez l'année 2025, l'année 2026, et on voit que en Europe, les croissances qui marchent le mieux, c'est la Pologne, l'Espagne, la Grèce. On parle beaucoup en ce moment de l'Italie qui est en train de remonter très très fort. D'accord? Vous voyez que la France, on n'est pas les champions de la croissance, hein. C'est évident, hein. Voilà. Donc c'est un peu embêtant. Et puis la croissance mondiale, mais qui est plus ancienne. Alors j'en avais trouvé, mais là j'ai oublié de vous le ressortir. Ça existe, vous pouvez le chercher. Il n'y a pas de souci. Si vous allez sur les sites de croissance, vous allez trouver les pays en croissance au niveau mondial en 2025 et 2026 de façon très très facile. D'ailleurs, je vous fais de mémoire la croissance qui sera encore la plus importante, enfin le PIB qui sera le plus important encore dans le monde en 2025 et en 2026, ça reste quand même les États-Unis. Il faut savoir que la croissance au niveau des États-Unis est relativement faible, alors que la croissance chinoise est annoncée pour 2026 à plus de 4,5%. D'accord? Aux États-Unis, bon, vous n'avez pas vu le chiffre évidemment sur l'Europe, mais on est de l'ordre de 2%, 3, 5%, mais pas 4-5 comme la Chine. Alors, vous voyez que évidemment les USA restent au point de vue de la croissance économique,
C'est un peu dommage, c'est un schéma de 2023, donc il a perdu un peu de sa valeur, mais ça donne quand même une très bonne idée, si vous voulez, des gros poids lourds internationaux, USA, Chine, Japon, bien évidemment, Russie, qui est un élément aussi important, le Brésil, l'Australie, l'Inde, hein, l'Inde, très important. Et vous voyez que l'Europe est pas si mal placée que ça entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et même les Pays-Bas. Ça fait un pôle européen qui est quand même relativement puissant. Quand vous ajoutez 3 plus 2, 5, 5, 4, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez, on est à 14, un PIB de 14, et la Chine est à 19. Bon, ok. L'Inde est à 3,7. Ça veut dire que l'Europe est à un PIB qui est supérieur à celui de l'Inde actuellement, même si la croissance au niveau de l'Inde annoncée pour 2025 déjà et 2026 est de l'ordre de 6 à 7%. C'est le pays qui est en plus forte croissance actuellement, voilà, avec un taux d'inflation qui est contrôlé. Donc l'Inde, elle se trouve ici, quoi, hein, elle se trouve dans le cycle 2. On ne peut plus dire que c'est un pays en voie de développement, hein, c'est un pays tout à fait développé et qui est en train de prendre une position très importante. Ok, je ferme tout ça. Je ferme tout parce que j'ai redit beaucoup de choses et il faut qu'on passe à quelque chose de plus intéressant. C'est de se dire maintenant, bah oui, très bien, on a compris un peu le macro de la chose et comment on fait pour choisir les produits. Alors pour choisir les produits, on va aller dans un truc qui s'appelle ETF. Ok, ça je vais fermer aussi. Pas Safari, mais LibreOffice, je vais fermer. Ok, c'était juste pour vous montrer le truc et revenir là-dessus. Et finalement, pour savoir dans quelle ETF est intéressante, eh bien, moi j'ai mes petites listes là. Et vous voyez, j'ai un tracker ETF. Et alors ça, ETF et ETF1, c'est des ETF par pays, par secteur économique. Voilà. Et j'ai aussi un tracker en dollars, un tracker ETF américain. Donc, si on prend celui-ci, il y a quasiment tous les secteurs à l'intérieur. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, il n'y a pas de souci, vous demandez, et puis je vous passerai le truc. Bon, il n'y a pas tout, mais il y a quand même beaucoup de choses. Vous voyez, vous avez l'Europe, vous avez les secteurs de croissance, vous avez l'Inde, par exemple, vous avez le Brésil, vous avez la Grèce, la Turquie, les énergies renouvelables, euh, les obligataires, le Standard Poor's, les petites capitalisations, les produits de base, les banques, la technologie, l'eau, les batteries avec le lithium, l'uranium, l'or. Ça, Trust, c'est le cannabis, le solaire. Ici, vous avez la Pologne, la Corée du Sud, la Thaïlande, etc. Voilà. Donc, le secteur des semi-conducteurs, les secteurs des actions à fort dividende, etc. Le Vietnam, ok. Le cuivre ici, voilà. Le palladium, l'argent, le blé. Quand on regarde un petit peu le TF1, ok, bah, vous avez le Nasdaq, la Chine, l'Europe de l'Est. Bon, je vais passer les mers. Vous voyez qu'il y en a au moins une centaine. C'est parmi les 100 plus gros, mais vous en avez autant que vous voulez. Et donc, vous arrivez toujours à trouver quelque chose qui est intéressant. Bon, ça, par exemple, c'est uniquement les États-Unis. Je passe, hein, parce que sinon, on va y passer la soirée. Ok? Donc si vous avez besoin de ça, vous me demandez, et puis on montre. Ce qu'on va faire, on va regarder deux secteurs ou trois secteurs d'activité intéressants. Voilà. On va regarder donc le secteur de l'immobilier. On va regarder le secteur à fort dividende. Et puis on regardera le secteur indiciel. Alors, secteur indiciel, ça veut dire qu'on regarde les indices de certains pays euh, qui peuvent être intéressants. Donc, vous savez qu'on peut aller vers le secteur effectivement immobilier.
Donc, dans un PEA, euh, alors ça s'appelle EEE. Voilà, par exemple, celui-ci, c'est un ETF qui va dans un PEA. Voilà. On voit très bien comment ça fonctionne. On voit très bien qu'il est en train de nous faire quelque chose d'intéressant. Voilà, il n'est pas très cher payé, c'est bien parce qu'on peut en acheter quand même pas mal. On pense qu'il y a un point de blocage ici. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on regarde les choses. Donc, c'est quelque chose qui est relativement intéressant, mais il faut quand même aller voir ce qu'il y a dedans. Toujours très important de se faire une idée de ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, on va dans le sélecteur, effectivement ici, on le retrouve très facilement ici. Donc, vous voyez qu'il s'appelle BNP, Easy, FTSE, EPRA, ça veut dire que c'est effectivement de l'immobilier. Et là-dedans, on vous dit, en général, quelles sont les actions qui sont à l'intérieur. Ok? Donc, vous voyez, Venovia, URW, Clépierre, Merlin, Warhouse, Aedifica, quand même. Et ça vous donne le poids de 60% de l'ETF. Et puis vous avez effectivement, s'ils veulent bien nous la montrer, où elle était au-dessus, la courbe. Voilà, ici, une graphique, hein, vous voyez aussi ici, qui permettent de voir les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour un investissement. La seule critique que j'ai, c'est qu'actuellement, il est en train de partir quand même un peu rapidement vers le haut. Et que vous voyez, quand on... Alors je vais vous le mettre en euros, en cotation. Voilà. Donc, vous voyez, là, il est en euros, hein. Donc quand vous êtes dans cette zone-là, vous êtes à un prix de 7,35 € et puis que vous vous retrouvez ici à 5,87 €, ça fait pas plaisir. D'accord? Ce qu'on voit, c'est que la tendance générale, elle a souffert en 2023 parce que les taux d'intérêt étaient élevés. À partir du moment où les taux d'intérêt s'améliorent, si je mets 5 ans, on va peut-être voir mieux. Et si je mets le maximum, donc vous voyez ce qui s'est passé, c'est quand les taux étaient très très faibles, ça a redémarré en 2011, 2021, tout ça, ça a redémarré. Et puis là, on a bien vu ça, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est la crise du Covid, voilà, avec les taux d'intérêt qui réaugmentent, et ça crée effectivement une dégringolade. Quand on regarde sur une durée très longue, donc entre 2005 et 2025, on voit bien que on se dit finalement, sur une longue période, c'est pas si cher que ça. Évidemment, si on regarde sur 5 ans, on se dit c'est seulement en train de remonter. Si on regarde sur 3 ans, bon, on se dit c'est voilà, on est vraiment en train de remonter. Voilà. Il y en a un autre que je vous montre qui s'appelle EPRE. Voilà, donc celui-ci c'est un Amundi, très intéressant aussi. Le problème qu'il a, celui-là, c'est que sa valeur nominale c'est 363 euros, donc on ne peut pas en acheter 10 à la fois selon la taille de son portefeuille. C'est pareil, je vous le mets non pas en pourcentage mais en euros, comme ça on le voit mieux. Ça c'est la crise de Donald Trump sur les taxations hein, en avril 2025. Vous voyez l'effet hein, quand même, on était à 300 et on est descendu à 280, on a perdu 20 euros, donc ça fait pas plaisir. Après si on le met en max, vous voyez que on est parti en dessous de 200 euros, on est monté à plus de 407 et là on est à 300, 300, 300, 300, 300, 300, 363. Donc on peut encore aller chercher plus haut ici. On voit bien l'effet du Covid avec des augmentations de taux, hein. Voilà. Et ici les taux sont augmentés et l'immobilier après le Covid là se prend une raclée de 451 et redescend à 260. Donc évidemment, si on achète en haut, ça fait pas plaisir. Voilà, ça c'est pour le secteur de l'immobilier. On peut le regarder, le secteur de l'immobilier aussi, euh, au niveau ici, puisque c'est du Amundi. Alors on ne trouvera pas le BNP bien sûr, mais si on fait PRE ici, PRE, si je lui dis je cherche PRE, on le trouve tout de suite. Voilà. Et vous trouvez immédiatement ce qu'il y a dedans. Vous voyez, vous retrouvez la même chose. Vous retrouvez Venovia, Segro, Unibail, c'est plus à jour
d'ailleurs que le site de Just ETF parce que c'est un produit Amundi et Amundi tient à jour effectivement sa liste. Et ce qu'ils ont là, à mon avis, c'est quand même assez sérieux. Voilà, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Voilà. Bon, je change de secteur d'activité, je vais vous parler des ce qu'on appelle des forts dividendes. C'est ce qu'on appelle les ETF. Alors, ça s'appelle les ETF des plus belles actions françaises, européennes ou mondiales. Mais si on veut travailler dans un PEA, il faut qu'elles soient françaises ou européennes. Et ce qu'on appelle les actions aristocrates. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 5 ans, 10 ans, ces actions ont distribué des dividendes relativement importants et de manière assez stable. En général, ce sont des entreprises de croissance, industrielles ou technologiques, etc., qui sont très solides, assurances, etc., et qui proposent effectivement des ETF qui sont assez rassurants. Donc on va les regarder. Il y en a un qui s'appelle EUDV, voilà, que j'aime assez. Vous voyez, il s'appelle Arist là. Donc c'est SPDR, euro, dividende, aristocrate. Donc quand on regarde ça, on voit bien que ben, en mensuel, bam, c'est en train, c'est même parti quoi. Hein, ça, c'est bien, ça a bien décollé et c'est un peu cher, voilà. C'est un peu douteux pour rentrer maintenant. Ou si on rentre, il faudrait rentrer avec des toutes petites positions et faire attention de ne pas se faire prendre un contre parce que ça pourrait faire mal au portefeuille. Donc j'aime beaucoup ce genre de choses, mais il faut faire attention. Là, c'est le graphique qui me freine. C'est pas la qualité de la chose, c'est le graphique. Vous voyez, pareil, ça c'en est un autre. Donc, qu'on appelle fait EXSH. Donc, vous voyez, il y a une espèce de grand range mensuel avec la crise ici, là. Et puis, hop, ça redémarre, ça part à pleine balle ici. Là, on est quand même passé de 17 euros à 24. Donc, ceux qui ont acheté ici sont contents. Ceux qui ont acheté ici sont pas contents parce qu'ils se sont pris quand même une jolie ardoise. Et puis ça fait ce qu'on appelle un V réversal et puis c'est reparti complètement à un plat et ça repart quoi. Voilà. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. On peut regarder dans Just ETF si on les voit et voir si on a des informations qui sont un petit peu différentes. EUDV, voilà, EUDV, ouais, aristocrate, c'est bien celle-là. Donc on voit que c'est relativement tranquille. On met, je sais pas pourquoi ils mettent toujours des pourcentages qui n'ont aucun intérêt. Sur une durée maximale, si on prend 3 ans, bon, on a pris un coup de semonce en 2023, on a pris un coup de semonce de Donald Trump en 2025, mais c'est pas sorti de la courbe positive. Par contre, ici on était à 26 et ici on était à 23. On a perdu 3 euros, on a fait moins 15% ici. Voilà, donc attention, on peut très bien, quand on est très haut comme ça, se refaire un coup de moins 10%, hein, revenir sur ce pic ici, revenir à 27 et non plus être à 29. Je suis pas acheteur sur un pic comme ça, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on voit? Oui, on voit ce qu'il y a dedans, et c'est très chouette. Ce qu'on voit, ça veut dire que des actions comme ça, Ageas, EDP, Bouygues, Unipol, c'est très sécurisant de voir ça, de voir ce qu'il y a dans le portefeuille. Donc je le remets sur le côté, puis on va regarder cette fois quelques produits effectivement direct action. Comme ça vous montre un petit peu qu'on peut jouer aussi les plus grosses actions qui ont les plus gros dividendes effectivement de ces ETF. Voilà. Donc, vous voyez qu'un titre comme ça, Ageas, il n'y a pas photo. Quand vous voyez ça, quand vous achetez ça en 2024 ou même en 2025, au début d'année, vous êtes content, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, même si vous l'achetez sur un pic ici à 48 et vous retrouvez à 64, ça pose pas de problème. Hein. Un deuxième, c'est UPM. Ok. Et ça, c'est ce qu'on fait, ce genre d'achat là. C'est un achat qu'on fait quand on a un portefeuille qui commence à être un peu plus conséquent.
Voilà. Par exemple, celle-là, si on a un portefeuille qui est un peu plus conséquent, on voit bien qu'elle a fait une grosse dégradation ici, d'accord, et qu'elle est en train de repartir. Elle va aller ici, tac, elle est en train de combler ça, et on voit bien qu'en mode heure ici, elle est dans un plat qui pourrait conduire effectivement à un redémarrage encore. Donc par exemple, ça c'est une action qui peut s'acheter parce que elle a probablement un dividende intéressant. On peut aller voir le dividende si ça vous intéresse. Je vais essayer de faire ça pour vous montrer. Je vais chercher ailleurs et puis je vais essayer de vous montrer le dividende et on va voir un petit peu ce que ça signifie. UPM, 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 UPM. Est-ce qu'il me la sort UPM? Alors, comment il me l'appelle? UPM Kimene, UPM Kimene, UPM Kimene. Il veut pas me la sortir. C'est quoi le ticker de UPM Kimene? C'est UPM underscore FH. UPM. Moi, je sais pas, il m'en veut, il veut pas. Ah si, ça y est. Ouais, c'est ça. Et celle-ci, voilà, je l'ai trouvée. Vous la montre. Et ici, vous avez un truc, c'est un site gratuit, hein. Vous allez ici, vous regardez le dividende là. Ok. On a bien vu la courbe, hein. On a vu le graphique, pas photo, hein, ça ressemble bien. Hop, on voit le graphique. Vous voyez bien le plat qu'on a vu tout à l'heure, il est là, hein, d'accord. Et quand on regarde effectivement les valorisations et le dividende, ici, on a toutes les infos. Donc on voit que le dividende il est payé en avril et en octobre. Voilà. Et le taux de rendement du dividende c'est K29 2022. Hein, on fait comme ça là. Hop. Vous voyez 4,27, 3,89, 4,29, 4,4, 5,65 l'année dernière, 6,05 en 2025. Quand même pas mal payé. Et ils annoncent en 2026 5,50, c'est 5,71. Donc intéressant. Je coupe. C'était pour vous faire une petite démonstration pour vous montrer qu'on peut non seulement acheter un ETF qui permet en fait d'acheter ce bloc, d'accord, et quand vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez acheter un titre comme Ageas ou comme Bouygues, et vous aurez un rendement de voilà, 4, 4,50 tous les ans quand vous avez les 10 premières positions qui font un rendement de 4,60, il faut vraiment qu'il y ait un crash pour pas que ça fonctionne, quoi. Voilà. Ok, je passe sur ça et puis on va discuter un petit peu effet indiciel et produits leverage. Alors de la même manière, vous avez des leverages sur les actions. Bon, ça c'est un truc très particulier et réservé un peu aux spéculateurs, donc c'est pas tellement l'objet. Mais vous pouvez acheter aussi ce qu'on appelle des effets leviers multipliés par 2 ou multipliés par 3 d'un indice. Indice CAC 40, indice européen, Eurostock 50, indice allemand, DAX 30 ou IBEX 35, c'est l'indice espagnol. Quand vous vous rappelez effectivement de la croissance qu'on a vue en Europe, je la remets ici. Donc, quand vous prenez conscience, vous avez l'analyse de vos cycles et que vous vous rendez compte que l'Espagne en 2026 sera dans les pays développés celle qui aura une croissance qui va se tenir, ou la Grèce, vous pouvez chercher effectivement un produit indiciel qui permet de jouer ça. Alors je vous fais la démonstration déjà par exemple sur l'IBEX, bien que ce ne soit pas mon préféré, alors que ça pourrait l'être, hein. Ça devrait l'être. Quand on voit les chiffres, ça devrait l'être. Donc voilà l'indice espagnol. Donc je vous rappelle qu'on peut acheter un indice, hein, c'est pas un problème. Donc vous voyez que ça fait quand même très très fort sur l'année depuis, je dirais, allez, on va dire si on ici
novembre 2023, actuellement, c'est exponentiel, quoi. Ça part à toute vitesse. C'est un peu inquiétant. Et alors, la chose intéressante, c'est que vous avez donc un truc qui s'appelle Ibexa, je crois. On ira le voir chez Amundi, parce que c'est un produit Amundi, voilà. Donc, vous voyez, là, la proportion entre 11 000 et 18 000, ça fait 7 000 d'écart. Mais quand vous prenez un Amundi Ibexa, qui est un index, effectivement, vous avez non pas une variation de 10 000 à 18 000, mais une variation de 19 à 70, c'est-à-dire elle est multipliée par 2. C'est énorme, absolument énorme. Donc ça peut aussi être des produits intéressants si la croissance économique de l'Espagne continue et si son inflation est relativement faible, une croissance assez forte, une inflation assez faible, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça continue à monter. Si on regarde le CAC 40, vous avez l'indice du CAC 40. Ok, très bien. Vous voyez qu'on est dans une situation qui est moins explosive, mais qui est relativement intéressante, avec une rupture actuellement du CAC 40 qui tient très très bien. Voilà, qui est quelque chose d'assez intéressant. Et si on achète ça dans une vision un petit peu, je dirais, non pas journalière, hein, parce qu'on ne va pas s'amuser à acheter et vendre un indice toutes les 5 minutes, on fait ça pour une année ou plusieurs semaines, vous voyez que on est dans des conditions ici qui sont intéressantes, parce qu'on a cassé, et même si on a un retour sur 8300, 200 points, ça reste intéressant. Donc ça existe en Amundi. Alors je crois de mémoire, si j'ai bonne mémoire, avec l'âge ça devient difficile, mais quand même, hein, un truc qui s'appelle LVC. Donc c'est l'indice, vous voyez qu'il a exactement la même forme, on voit très bien, voilà. Le seul problème, c'est qu'il va 2 fois plus vite que l'indice. Il va 2 fois plus vite financièrement que l'indice. Si vous prenez un point, mettons ici qu'on va reprendre, vous êtes à 33 et actuellement vous êtes à 47. Et si vous retournez donc sur l'indice, donc rappelez-vous, hein, 33 à 47, quand on était ici, on était à 7000 et on est à 8000. Donc la proportion est complètement multipliée par 2. Donc ça peut être intéressant d'acquérir un Amundi CAC 40 levier 2. Et ça va dans un PEA, il n'y a pas de problème. Donc regardons un petit peu comment est fabriqué cet engin-là. Il est ici, on dit bien Amundi CAC 40 Daily x2, c'est-à-dire que tous les jours il est mis à jour, donc ça c'est intéressant, leverage. Ok, ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dedans? Là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils nous disent pas ce qu'il y a dedans. Ok, très bien. On voit simplement la courbe, on fait comme tout à l'heure, cotation, hop, max, d'accord? Franchement, pour l'instant, c'est quand même plutôt favorable. Ok, si on va chez Amundi pour regarder la chose, on lui dit LVC, hop, on trouve tout de suite, ok, on va dedans, ok, 221 millions de gestion, la dernière valeur 48 euros, performance depuis le début de l'année 9,52%. Ok, 9,52%. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On le sait. Schneider, Total, LVMH, Airbus, Safran, BNP, Air Liquide, L'Oréal, Sanofi et Essilor. Avec une gestion qui est faite par des professionnels. Voilà, vous avez les répartitions par secteur. Actuellement, par exemple,
Alors, on peut dire que Sanofi et Essilor souffrent un peu. On peut dire que LVMH, on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous faire. Mais Schneider, Total, Airbus, Safran, BNP, Air Liquide et L'Oréal, ça fonctionne très bien. Voilà. Et ça a des points importants. Ça vous lisse votre risque et ça permet de faire des choses intéressantes. Je vous montre quelque chose qui a encore un secteur d'activité encore plus large, qui au lieu d'être la France, parce que là on était en France, qui est l'Europe. On appelle ça LVE. LVE, ok, très bien. Ça a un effet beaucoup plus lissé. La taille de l'ETF est importante. Ça, c'est ce que vous payez quand vous l'achetez. Et le rendement depuis le début de l'année, c'est 6,28. C'est quand même pas mal. Les frais de gestion, 0,40. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? ACML, éligible au PEA, hein, je précise. ACML, Siemens, parce que c'est européen, SAP, Banco, Schneider, Total Energy, Alliance, LVMH, Siemens, Safran. C'est pas mal. Le seul truc qui m'embête, c'est LVMH, qui est pour l'instant pas terrible. Voilà. SAP, qui vit ce qu'on appelle l'effet logiciel et non pas IA. Voilà. Mais je pense que SAP fera le nécessaire, et puis je pense que les gestionnaires feront le nécessaire. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer le sujet des leverages. Je pense que c'est très intéressant. Je vous montre le DAX aussi. Si on dit par exemple on veut acheter que des produits allemands, vous pouvez l'acheter sous deux formes. Vous pouvez l'acheter en mode ce qu'on appelle accumulation, c'est-à-dire que les dividendes sont payés dans le titre, hein, dans l'ETF, ou sont payés ou distribués, c'est-à-dire qu'ils rentrent sur votre compte courant de votre PEA. Donc c'est un choix. Ça ne change pas grand-chose sur le résultat, hein, on a finalement les mêmes chiffres. Et vous voyez que le DAX est un peu en retard. Il a un portefeuille de 216 millions d'euros, c'est quand même gros. La part est assez grosse et le rendement n'est que de 1,88. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Siemens, SAP, Allianz, Siemens, Deutsche Telekom, Airbus, Rheinmetall, c'est de l'armement. Moon Conray, c'est un assureur-réassureur. Ça, c'est de la technologie et Deutsche Bank. C'est pas mal. Il est un peu en retard, mais il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. Voilà. Si je lui dis IBDEXA, il va peut-être pas le reconnaître. Il s'appelle pas comme ça, peut-être qu'il non, il va pas le reconnaître, alors il faut que j'aille le chercher ici. Et puis, alors je vais vous le chercher autrement pour vous le montrer parce que Ibexa, il est référencé chez Amundi, donc on va aller le chercher chez Amundi pour que vous le voyez. Ibexa, Ibex ici, il l'appelle comment? Ouais, c'est Amundi, Ibex 35. Alors je vais le chercher dans Amundi. Amundi. C'est vrai que bon, la recherche, c'est pas si compliqué que ça. Euh, on trouve assez rapidement et assez vite. Vous voyez, j'ai tapé Amundi Ibex Double Inverso. Ah non, ça c'est un -2, pardon, c'est pas le bon. Alors, faut que je change parce que là c'est un short, non pas un leverage. Double. Mais c'est pas en inverse, c'est en leverage. Celui-là c'est le -2, celui-là c'est le +2. Ok, très bien. Donc c'est celui-là. Diarbo, donc vous voyez, multiplié par 2 et il est coté tous les jours. Ça vous permet d'apprendre effectivement l'espagnol, où je suis vraiment pas bon. L'encours de l'ETF est pas très important. La variation, bah, vous avez vu l'IBEX ce que ça a fait, hein. Depuis le début de l'année, ça a gagné 14%. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, il y a des choses très intéressantes, parce qu'il y a des banques qui sont en train de fonctionner à fond. Iberdrola, donc ça aussi c'est une très très belle société. Industrie textile, Kayak Bank, ferroviaire, Amadeus, c'est tout le système électronique qui vous permet de prendre des billets d'avion et qui est une entreprise espagnole qui marche très très fort. Très très fort, ça marche très très bien. On peut regarder les entreprises.
Donc vous avez compris le produit levier, hein. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros pour se positionner en bourse. Il suffit d'avoir un peu d'argent et ça marche bien. Donc, grosse, grosse tôle, ça a failli partir et puis ça s'est pris une grosse rabasse. Ça reste une entreprise très solide. Donc, moi j'aime bien ce genre de courbe en action parce que de toute façon, c'est quelque chose qui va se stabiliser. L'entreprise est d'une taille telle que de toute façon, je vois mal comment ça pourrait. C'est pas le genre de société qui fermera sa porte, hein. C'est ça que je vais vous faire comprendre. On la retrace comme ça, et vous voyez que si on la voit comme ça, on est au bout d'un triangle et à un moment, paf, ça repart. Je peux vous montrer Iberdrola parce que c'est très intéressant. Et puis après, on va faire une petite conclusion. Iberdrola, qui est pareil, une entreprise espagnole, voilà, donc c'est une entreprise énergétique, hein, leader de l'énergie au niveau mondial, commercialise et distribue de l'électricité, voilà, donc secteur énergétique en ce moment a vraiment le vent en poupe. Ça compense largement Amadeus, hein. Donc vous avez compris un peu le principe. Donc, on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, ça permet de se rassurer. Si vous ne connaissez pas, bah, vous faites confiance. Et si vous voulez, vous regardez et vous faites des recherches sur les titres. Voilà. Bon, on va faire une petite conclusion. La petite conclusion, c'est finalement entre le secteur immobilier, le secteur à fort dividende et le secteur indiciel, quels sont les préférentiels? Alors actuellement, je serais quand même plutôt favorable à aller vers le secteur indiciel et le secteur immobilier. Je pense que le secteur à dividende est un peu trop élevé actuellement. Euh, c'est trop cher payé et avec un risque de se prendre un moins 10 ou un moins 15 ou même un moins 20%. Il y aurait une autre façon de rentrer sur le secteur à dividende, c'est de rentrer de façon très très légère, c'est-à-dire de prendre des toutes petites positions et de les conserver, et d'espérer qu'on continue à être dans la hausse et que ça continue à monter. Le problème, c'est que il faut attendre que ça monte, puis recharger au fur et à mesure. Bon, c'est possible, mais sur des petites sommes, ou des petites tailles de position, pour des raisons de sécurité. Voilà. Par contre, sur l'indiciel, je pense qu'on a quelque chose qui, sur la France, hein, ou l'Europe, l'Espagne, c'est trop tard, c'est cher payé. Mais sur l'indice du CAC 40, je pense que il n'y a pas de, il y a pas de souci, on peut y aller, hein. Ça c'est pas le bon, celui-ci, c'est avec un dividende réinvesti que je vous ai mis, et c'est pas celui-ci qu'il faut regarder. C'est le PX1, mais on l'a déjà vu, hein. Bon, il est ici, hein, voilà. Si. Non, il y a beaucoup de choses. C'est pas toujours évident. Voilà, l'indice, je l'ai là. Et ici, voilà. Donc je pense que sur l'indice français, on est dans une situation ascendante, mais relativement correcte. Pas trop embêtant. Voilà. Et sur l'Europe, sur l'indice Euro Stoxx 50, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est celui-ci, Price Euro Index, ok. Avec sur l'Europe, c'est pareil, on a quand même quelque chose qui est relativement ascendant, propre.
qui pose pas trop de soucis. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de se dire, bon, ok, je vais essayer de rentrer par ici, au milieu de la ligne ici, et puis une petite position, et se dire, ben, je continue, ben, voilà, je prends des petites positions au fur et à mesure, et puis si je vois quelque chose qui décroche, ben, je sors, je vends. Voilà. Faut les surveiller quand même. Je le dis, je le redis toujours, hein, très important, c'est le mode d'entrée qui est l'élément le plus difficile. Mais quand vous regardez le mode Europe, vous voyez il était à 6197 et qu'on est actuellement à 6113. Il a perdu quand même pas mal. Il a fait mécher, etc. L'idéal, ça serait d'arriver à le chercher ici, quoi. Bon. Je vais surveiller ça et puis quand il y aura des points d'entrée, je vous ferai une petite vidéo pour vous alerter. Voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt.